Bismillahirrahmanirrahim. On aborde la partie clinique concernant le cours du rétrécissement aortique. Pour les gens qui viennent juste de nous suivre, vous allez retrouver tous ces supports dans la description. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Un maximum de partage. Ne laissez pas seulement ces vidéos à votre disposition. Donc pour la clinique, on commencera premièrement par les circonstances de découverte de ce rétrécissement aortique et on va passer ensuite au examen physique. Et ça vous fait rappel à la sémiologie troisième année. Je vous invite toujours à consulter le cours d'examen cardiaque avant d'entamer tout cours concernant la cardiologie. Donc les circonstances de découverte, généralement c'est fortuite. En cas de sténose qui est, je répète, chronique, qui est bien tolérée, voilà. Donc un rétrécissement aortique, il est souvent de découverte fortuite lors d'un examen systématique. Il restera longtemps bien toléré. Ou bien à l'occasion de la symptomatologie. Si vous avez un patient qui est symptomatique, malheureusement c'est du mauvais pronostic. Et ça témoigne quoi? Pourquoi? Ça témoigne d'une sténose aortique qui est serrée. Devant la triade, je répète, qui est à retenir par cœur. Donc encore d'effort, dyspnée d'effort et la troisième qui est la plus grave. Si un patient il est en train de développer un syncope d'effort, c'est qu'il s'agira d'un rétrécissement aortique très serré avec une évolution malheureusement qui est défavorable. Donc je répète, encore d'effort, dyspnée d'effort, syncope d'effort. Parfois, elle est précédée d'une crise angineuse, une lipothymie, un brouillard visuel et même signification comme le syncope. Ou bien lors d'une complication plus rare, donc insuffisance cardiaque, stade terminal, ou bien embolie calcaire, due à la sténose sanguine ou bien à la stase sanguine au niveau de la cavité cardiaque. Donc circonstances de découverte, soit c'est fortuitement et c'est du bon pronostic donc généralement, ou bien si vous avez la triade, encore d'effort, dyspnée d'effort, syncope d'effort, c'est les stades évolués malheureusement et c'est du mauvais pronostic. À l'examen physique, donc ça vous fait rappel toujours, je répète, à l'examen en cardiologie, à la palpation, qu'est-ce que vous allez voir? Un frémissement systolique dans le foyer aortique. Il est situé dans le deuxième espace intercostal droit, comme illustré à droite dans l'illustration. Vous allez retrouver aussi un choc de pointe qui est divisé en bas et en gauche. Ça témoigne d'un ventricule gauche dilaté. Donc ça c'est de la sémiologie, donc c'est la cardiomégalie et c'est du mauvais pronostic, malheureusement. Donc ça c'est pour la palpation. Frémissement, ça qui reflète le rétrécissement ou bien le souffle. Donc on entend un souffle, mais on sent des frémissements à la palpation. Deuxièmement, après ça, l'auscultation. Donc qu'est-ce que vous allez noter? Donc bien sûr, un souffle systolique éjectionnel de base. Il est situé à la base du cœur. Le siège, il est maximum au foyer aortique. Il est mieux entendu en position assise, penchée en avant. Donc tout ça c'est de la sémiologie. J'espère que vous souvenir de votre examen clinique cardiologique. Et bien sûr en fin d'expiration, c'est à ce moment-là où le ventricule il est plaqué, ou bien le cœur il est plaqué à la cage thoracique ou bien au sternum. On va mieux entendre ce souffle qui est rude, qui est râpeux, qui est irradiant vers les vaisseaux du cou et parfois à la pointe. Donc là c'est un souffle systolique éjectionnel de base et vous avez un rétrécissement aortique. Je répète, si on vous pose la question quelles sont les caractéristiques d'un souffle, d'un rétrécissement aortique, donc vous allez citer, premièrement, c'est un souffle systolique éjectionnel à la base, donc systolique à la base, il est maximum au foyer aortique, c'est-à-dire le deuxième espace intercostal droit. Il est mieux entendu en position assise, penchée en avant. Dans cette dernière, on a le cœur qui est plaqué à la cage thoracique ou au sternum. Bien sûr, en fin d'expiration, il irradie vers les vaisseaux du cou, parfois à la pointe, et il est un souffle rude, râpeux. Donc c'est un rétrécissement aortique. J'espère que vous allez noter tous ces critères-là. C'est primordial de savoir, ou bien d'ausculter un souffle cardiaque de rétrécissement aortique. Souvent, ce souffle, il est intense, mais faites attention, un souffle qui est mal perçu ou bien si vous entendez rien, donc ça veut dire malheureusement c'est un rétrécissement qui est très serré.
Donc si vous avez un rétrécissement serré, vous allez noter le souffle qu'on est en train de parler. Mais si vous entendez rien ou un souffle qui est mal perçu, malheureusement c'est un rétrécissement très très serré vers un stade d'une insuffisance cardiaque. Ce souffle, il débute après le premier bruit, donc P1, fermeture de la valve mitrale et la valve tricuspidienne. Il est maximum mésosystolique, il va terminer au niveau de B2, donc situé entre B1 et B2, c'est un souffle qui est, je répète, systolique. Et bien sûr, ce souffle-là, il est bien renforcé après les diastoles qui sont longues. Donc, les caractéristiques du souffle sont à retenir par cœur. Et faites attention si vous entendez rien, ou bien un souffle faible, ça témoigne malheureusement d'un rétrécissement très serré. Faites attention, voire une insuffisance cardiaque, une mauvaise évolution de ce dernier. Donc, et il est renforcé après les diastoles longues. Donc, à chaque fois que la quantité du sang augmente, l'intensité de ce souffle, elle va augmenter et elle est mésosystolique. Donc, j'espère que vous allez garder l'auscultation cardiaque et vous allez la noter. Maintenant, pour l'auscultation, aussi vous allez rechercher la diminution, voire l'abolition du B2 aortique. Donc, il témoigne d'un appareil valvulaire qui est remanié, voire calcifié. C'est une sténose aortique serrée. Donc, si on vous pose la question, quels sont les critères qui sont en faveur d'un rétrécissement aortique qui est très serré? Donc, c'est la diminution ou l'abolition de B2, le bruit de la fermeture de la valve aortique, donc c'est très serré. Un clic protosystolique, ça aussi il est à noter. Il est situé en onde apexien, donc c'est au niveau de l'apex, et il témoigne d'une conservation du jeu valvulaire. Un galop, donc un bruit B3 surajouté. Malheureusement, c'est du mauvais pronostic comme vous avez vu dans la pathologie mitrale. Donc, il témoigne aussi d'une insuffisance cardiaque. Toujours, si vous avez un B3 surajouté, c'est qu'il y a une insuffisance cardiaque, malheureusement. Un souffle systolique aussi d'insuffisance mitrale fonctionnelle peut être perçu. Donc, un rétrécissement aortique pourra avoir comme conséquence, ça c'est de la physiopathologie, une défaillance mitrale, mais qui est, faites attention, qui est fonctionnelle. Donc, une dilatation de l'anneau mitral qui va témoigner de quoi? Qui va témoigner d'une dilatation, faites attention, du ventricule gauche. Donc, on répète deuxième fois, si on vous pose la question quels sont les critères de gravité ou bien qui vont témoigner d'un rétrécissement très serré. Donc, si vous entendez premièrement un souffle faible, voire l'absence de souffle totalement, c'est très serré. Deuxièmement, diminution, voire abolition du B2. Un clic protosystolique, un galop B3 qui témoigne toujours d'une insuffisance cardiaque et un souffle systolique d'insuffisance mitrale fonctionnelle, donc qui témoigne de la dilatation du ventricule gauche. Ça, ce sont les 4 critères qui sont à retenir. Et dernièrement, vous allez terminer votre examen clinique par rechercher des signes périphériques. Donc, qu'est-ce que vous allez noter? Des pouls faibles. Donc, ça nous fait rappel à la sémiologie vasculaire. Je vais vous laisser tous les liens concernant les deux examens, examen cardiaque et examen vasculaire ou de la sémiologie vasculaire dans la description pour mieux comprendre. Donc, vous allez avoir un pouls faible. Donc, rétrécissement aortique, il va avoir des retentissements, je répète, sur la circulation systémique. Donc, un pouls faible, une pression artérielle systolique qui est diminuée. Donc, c'est le pincement de la pression artérielle différentielle. Notez-vous bien ce terme-là. Dans le prochain cours, dans l'insuffisance aortique, nous allons noter l'augmentation de la différentielle. Donc, si vous avez un pincement de la différentielle artérielle, donc la différence entre la pression artérielle systolique et diastolique, vous allez noter la diminution de cette dernière. Donc, on dira qu'il s'agit d'un pincement de la pression artérielle. Il est en faveur d'un rétrécissement aortique. Mais, parfois, il existe un rétrécissement aortique serré avec de l'HTA, donc de l'hypertension artérielle. Nous allons voir ça dans l'insuffisance cardiaque, dans les mécanismes compensatoires. Donc, les signes auscultatoires sont à retenir par cœur. Les critères du souffle sont à retenir
par cœur aussi. Les critères de gravité, ou bien les critères qui témoignent d'un rétrécissement aortique serré sont à retenir par cœur aussi. Et dernièrement, faites attention à la notion du pincement de la pression artérielle. Si on vous pose cette notion-là dans un contexte clinique, pensez-vous premièrement à un rétrécissement aortique qui pourra être grave chez un patient, donc, où ce dernier il a des comorbidités. On va voir ça dans la paraclinique. Donc passons maintenant à la paraclinique. On va voir maintenant l'examen ou bien l'échocardiogramme ou bien l'écho-cœur. Donc rarement ce dernier il va être normal ou bien l'électrocardiogramme, le CG. Donc rarement il est normal. Qu'est-ce qu'on va noter? Donc une hypertrophie ventriculaire systolique, HVG. Donc ça, ou bien là dans ce dernier cas, vous allez noter un indice de Sokolov-Lyon qui est supérieur à 35 mm. Ça, vous avez vu dans l'interprétation de l'électrocardiogramme. Un indice de Cornell aussi, supérieur à 28 mm chez l'homme et 20 mm chez la femme. Donc, indice de Sokolov, c'est S en V1 plus R en V5. L'indice de Cornell, c'est l'inverse, c'est R en VL plus S en V3. Vous allez noter aussi une déviation de l'axe QRS, bien sûr, gauche. Pathologie aortique ou bien dilatation du ventricule gauche. Trouble secondaire de la repolarisation, vous allez noter une onde T négative asymétrique dans les dérivations, bien sûr, gauche. Vous allez noter là, la symiologie toujours, c'est gauche. Donc D1, AVL, V5, V6, si vous avez des ondes négatives avec un indice de Sokolov-Lyon, indice de Cornell, vous êtes devant un rétrécissement aortique. Et dernièrement, notez-vous bien ce terme-là. Souvent, ce dernier, il est posé comme question d'examen. Si on vous pose la question, est-ce qu'on a un retard de la déflexion intrinsécoïde? Votre réponse, c'est oui. On a ce retard-là dans les électrodes précordiales gauche en dehors de tout bloc de branche. Donc, si on résume le CG, donc vous allez noter les critères d'HVG, indice de Sokolov-Lyon augmenté, indice de Cornell augmenté lui-même, déviation du QRS gauche, trouble de repolarisation dans les dérivations gauche, donc c'est D1, notez-les bien, AVL, L c'est pour left, V5 et V6 c'est pour le ventricule gauche. Donc nous allons revoir ça dans le syndrome coronarien. Et dernièrement, n'oubliez pas d'ajouter un retard de la déflexion intrinsécoïde. Et ça, ce sont les signes que vous allez retrouver, je répète, dans le CG, dans l'électrocardiogramme. Voilà à droite, dans l'illustration, un ECG d'un rétrécissement aortique. Donc, ce que vous voyez là, un indice de Cornell qui est positif. Voilà, situé dans la flèche bleue. Indice de Cornell positif. Indice de Sokolov-Lyon positif. Et vous notez donc les ondes T qui sont négatives dans les dérivations, je répète, D1, AVL, V5 et V6. Vous pouvez noter aussi dans le CG des troubles de conduction. Donc, bloc de branche gauche. Donc, un rétrécissement aortique peut simuler un bloc de branche gauche incomplet. On va voir ça dans les troubles de conduction et les troubles de rythme dans le troisième chapitre. Un BAV, un bloc auriculo-ventriculaire. Donc, parfois, la symiologie va être, ou bien le CG va être trompeur avec toute pathologie, bloc de branche gauche, voire trouble de conduction dans le territoire gauche. Et dernièrement, donc si vous avez un stade de stase sanguine, ça on avait vu dans le rétrécissement mitral, donc vous pouvez avoir trouble de fibrillation auriculaire, donc c'est la CFA, l'arythmie complète sur fibrillation auriculaire, et ça témoigne, je répète toujours, de l'évolution défavorable de cette pathologie. Donc en ECG, vous allez noter HVG, vous allez noter les deux indices, Sokolov et de Cornell. Vous allez noter une déviation de l'axe de QRS à gauche. Donc, ça va simuler, si on peut utiliser le terme, un bloc de branche gauche, mais qui est incomplet. La négativation et le retard de la déflexion intrinsécoïde. Donc, devant un rétrécissement aortique, vous avez noté très rarement un ECG normal. Donc, l'ECG est plein d'anomalies qui vont orienter votre diagnostic. Deuxième examen paraclinique, c'est la radiographie du thorax. Donc, et si vous avez de la cardiomégalie, malheureusement, c'est du mauvais pronostic. On répète
On répète ça toujours. Donc, le rapport cardio-thoracique, il peut être normal ou bien il peut être augmenté aussi. Si ce dernier il est augmenté, il va avoir un aspect globuleux. C'est ce que vous voyez à droite dans l'illustration. Donc, l'arc inférieur gauche a un stade d'hypertrophie ventriculaire gauche qui est concentrique, puis à un stade terminal. Donc, ce que vous voyez dans l'illustration, un indice cardio-thoracique qui est augmenté. Donc, une cardiomégalie à un stade d'hypertrophie dilatation. C'est ce que vous avez vu dans la physiopathologie. Donc, si vous avez augmentation de l'indice cardio-thoracique devant rétrécissement aortique, malheureusement, c'est du mauvais pronostic. Aussi, une dilatation post-sténotique de l'aorte ascendante. Vous allez noter une saillie de l'arc moyen droit. Donc, j'espère que vous vous souvenez de votre sémiologie ou bien de votre silhouette cardiaque. Toujours, je répète, toutes ces notions sont disponibles dans la playlist de la sémiologie cardiaque et je vais vous laisser toujours les liens dans la description. Aussi, vous pouvez noter des calcifications valvulaires aortiques qui témoignent, je répète, d'un rétrécissement qui est très serré. Donc, presque, ces calcifications que vous allez noter dans la radiographie thoracique, presque sont constantes après 40 ans. Ils sont souvent visibles dans cette radiographie thorax de face et de profil ou bien encore sur l'amplificateur de brillance. Donc la radiothorax, si on résume ce deuxième examen par clinique, donc là voilà, une cardiomégalie premièrement. Deuxièmement, ce que vous voyez là, c'est les calcifications au niveau de la valve aortique. Là voilà, bien perçu. Donc deuxième signe, calcification aortique. Troisièmement, là, c'est la dilatation post-sténotique. On avait parlé de ça dans la physiopathologie. Donc ce que vous voyez là, ce n'est pas une masse médiastinale, c'est un bouton aortique qui est en dilatation, donc qui témoigne d'une dilatation post-sténotique. On avait parlé de ça précédemment, vous pouvez consulter les parties précédentes. Et troisièmement, on va passer à l'examen clé. Donc notez-vous bien, si on vous pose la question, quel est l'examen clé devant un rétrécissement aortique, vous allez répondre, c'est l'écho-doppler cardiaque. Donc le CG, il est plein d'anomalies, ça va vous orienter au diagnostic. La radiographie thoracique, elle interprète la gravité. Si vous avez ces dilatations, ces calcifications, c'est qu'il s'agit d'une pathologie qui est évoluée. Et bien sûr de la cardiomégalie. Mais l'examen qui va vous permettre de poser le diagnostic de certitude, notez-le bien, c'est l'écho-doppler cardiaque. Donc c'est un examen clé, c'est un examen non invasif. On peut faire 100 écho-cœurs par jour sans même avoir pas de retentissement. Donc ça va nous permettre de faire le diagnostic positif. Premièrement, apprécier la sévérité du rétrécissement aortique. Et troisièmement, donc vous voyez là, il a un triple intérêt. Ça, on avait vu dans les valvulopathies précédentes. Établir aussi un pronostic. Donc si on vous pose la question, l'écho-doppler, c'est un examen non invasif qui a triple intérêt. Mettre en évidence la pathologie, puis poser un diagnostic positif, apprécier la sévérité de ce rétrécissement et même établir un pronostic si vous avez donc des dilatations cavitaires énormes. Donc malheureusement, c'est du mauvais pronostic, voire le stade terminal d'une insuffisance cardiaque gauche. Commençons premièrement par le premier intérêt qui est le diagnostic positif. Donc en bidimensionnel, qu'est-ce que vous allez noter? Une sigmoïde aortique qui est épaissie ou bien calcifiée avec la réduction de leur ouverture systolique. Donc ça c'est premièrement. Deuxièmement, vous pouvez noter une hypertrophie ventriculaire gauche. Donc vous allez confirmer les signes électriques que vous avez vus en ECG ou bien en électrocardiogramme et une dilatation de l'aorte ascendante. Donc la dilatation post-sténotique comme on avait vu dans la physiopathologie. Au Doppler, toujours en mode Doppler, vous allez mesurer le gradient systolique transvalvulaire aortique, les deux, maximal et le moyen, qui vont être élevés. Et ça va vous permettre aussi le Doppler de calculer la surface aortique qui peut être bien sûr réduite, serrée ou bien très serrée si vous avez vu, bien si vous avez, comme on avait dit dans la clinique, un assourdissement des bruits
ou bien l'absence totalement de ce souffle qui témoigne d'un rétrécissement aortique qui est très serré. Deuxième intérêt qui est le diagnostic de sévérité, donc qui témoigne d'un rétrécissement aortique très serré, donc quand le débit aortique qui est non conservé. Donc, quels sont ces critères de sévérité? Donc, une ouverture, faites attention, des sigmoïdes aortiques qui est inférieur à 8 mm. Donc, inférieur à 1, c'est serré. Inférieur à 8, c'est très serré et c'est grave. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, si vous avez un gradient de pression systolique maximale, donc différence entre ventricule gauche et aortique qui est supérieur à 80 mm². Donc, on dit qu'il s'agit d'un gradient de pression systolique maximale élevé, voire supérieur à 80, qui témoigne d'un rétrécissement très serré. Ou bien un gradient de la pression moyenne, deuxièmement. Donc, on avait dit que le Doppler va vous permettre, ou bien l'écho-cœur va vous permettre de calculer les deux. Gradient systolique maximal et moyen. Donc, la différence dans le maximal, c'est supérieur à 80 mm². Et le gradient de la pression moyenne du ventricule gauche par rapport à l'aorte, c'est supérieur à 50 mm², ou bien une surface aortique, je répète, inférieure à 1 cm², inférieure voire à 0,6 cm² par mètre carré de la surface corporelle. Donc là, vous avez un diagnostic de la sévérité. Donc, si on vous pose la question, quels sont les critères de sévérité retenus dans l'électro ou bien dans l'écho-doppler cardiaque? Donc, une valve de sigmoïde à ouverture inférieure à 8 mm. Gradient systolique maximal supérieur à 80 mm². Gradient de pression moyenne supérieur à 50 mm². Et une surface aortique inférieure. Ça, on a vu au début de secours 1 cm², voire 0,6 cm² par rapport à la surface corporelle. Troisième et dernier intérêt qui est un intérêt pronostique. Donc, l'écho-cœur permet d'évaluer la fonction systolique ventriculaire. Je répète le terme que vous allez rechercher là, c'est la fraction d'éjection ventriculaire gauche qui est non conservée, malheureusement. Donc, normalement, cette dernière devrait être égale à 72. Mais, dans cette pathologie, dans ce rétrécissement, la fraction, elle va être réduite. Donc, c'est de 28 voire 35% de sa valeur normale. Donc, les deux paramètres, fraction d'éjection ventriculaire gauche et la fraction de raccourcissement, donc, vont être diminués en cas de dysfonction ventriculaire gauche ou bien en cas de dilatation de ce dernier. Donc, si on résume l'écho Doppler cardiaque, donc examen clé, trois intérêts majeurs, c'est le diagnostic positif, diagnostic de sévérité que vous êtes censé de le retenir, et l'intérêt pronostic, c'est la fraction d'éjection ventriculaire gauche et la fraction de raccourcissement. Aussi, ce dernier va vous permettre d'évaluer la fonction diastolique du ventricule gauche, rechercher d'autres valvulopathies associées toujours, donc pas seulement aortique, rechercher d'autres localisations. Donc, si d'origine rhumatismale, je répète, donc les sténoses et la calcification. Et si c'est ce dernier, c'est d'une cause endocardite, donc vous allez rechercher des pathologies aussi au niveau des valves mitrales. Et rechercher les pressions pulmonaires, donc l'HTAP, on a un cours sur ça, et qui témoigne de l'évolutivité de la pathologie valvulaire. Donc c'est l'écho-doppler cardiaque qui est l'examen clé. Notez-vous bien que l'échographie cardiaque transœsophagienne, elle n'est pas indispensable pour ce diagnostic. C'est l'écho-cœur transthoracique. Notez-vous bien ces termes-là, faites attention. Donc c'est l'ETT, c'est pas l'ETO. L'ETO ou bien l'échographie transœsophagienne, elle trouve son indication dans l'endocardite infectieuse qu'on va voir prochainement dans ce premier chapitre. Donc l'ETO, l'échographie transœsophagienne, si on vous pose la question, elle n'est pas indispensable en cas de valvulopathie. Par contre, elle est indiquée en cas d'endocardite infectieuse, de polyvalvulopathie ou bien d'une mauvaise échogénicité de la paroi thoracique chez ce patient-là. Donc, bref, si on résume, l'écho-cœur, c'est l'examen clé. On n'a pas le recours à l'ETO ou bien à l'échographie transœsophagienne. C'est
seulement en cas de nécessité. Donc on arrêtera là pour la partie clinique. J'espère que vous allez noter les aspects ou bien les critères du souffle, les examens paracliniques, les critères de sévérité. Notez-vous bien l'écho-Doppler, c'est l'examen clé avec triple intérêt. Donc, on continuera ce cours très prochainement. On va voir les autres examens paracliniques, les diagnostics différentiels et dernièrement la prise en charge d'un rétrécissement aortique. Merci pour votre attention. Toujours du bon courage dans vos préparations et à la prochaine.